Donc la question 1, c'est établir l'équation locale du théorème de Gauss. Tu vois ce que c'est, le théorème de Gauss, on l'avait vu en électromagnétisme, là, au semestre 3. C'était ça. Je sais pas si vous vous en souvenez. Si, oui, normalement, c'est quelque chose. Ouais, c'est Q sur epsilon. Ouais, ça c'est théorème de Gauss, ok. Donc là, l'idée, c'est d'avoir l'équation locale du théorème de Gauss. C'était la divergence de E qui est égale à la densité sur epsilon 0. Donc nous, on veut ça, en fait. Donc l'idée, c'est que cette équation-là du théorème de Gauss, elle est pas locale, ok? Parce qu'on a une double intégrale. Pour passer de celle-là à celle-là, je sais pas si vous avez... Faut utiliser je sais pas si vous vous l'équation souvenez. numéro 1 de Maxwell, non? Non, il y avait le théorème de Green, je sais pas si vous vous en souvenez, on l'avait vu, c'était chapitre 2, pour passer d'une double intégrale à une triple intégrale. Ouais. En fait, le théorème de Green, il permet de dire que la double intégrale de E ds, c'est égal, enfin la triple intégrale du coup, de la divergence de E, justement, c'est du coup sur un volume. Ok? C'est bon ou pas? Donc du coup là, l'idée c'est qu'on a le membre de gauche qui est sous une triple intégrale, et l'idée c'est d'exprimer Qint, c'était ρ fois dv. Ça c'est bon jusque là? Donc du coup en fait une fois qu'on a ça, on peut dire que, si on met les deux intégrales, du coup maintenant on obtient donc la triple intégrale de div2 fois dv, qui est égale à la triple intégrale de ρ dv. C'est égal à ça, et là tu peux mettre un 1 sur epsilon 0 parce que tu sais, tu avais le 1 sur epsilon 0 là, faut pas l'oublier. Donc du coup, si tu simplifies, t'enlèves ça et t'enlèves ça, tu obtiens que div de E égale ρ sur epsilon 0. Ok, là on revient à notre équation locale. C'est bon ou pas? Ok, oui. Ouais. Bon, en gros, Ouais, ça c'est un peu partie démonstration de l'exo. Après la partie 2 de l'exo, c'était utiliser cette dernière équation pour retrouver la densité volumique de charge électrique. Donc la densité volumique de charge électrique, nous on cherche ça du coup. Densité volumique de charge électrique d'une distribution sphérique qui crée un champ électrique d'expression ER. Ok? Donc je vais juste recopier ER. Donc l'idée c'est, nous on veut ça. Donc est-ce que là, on a notre champ électrique qui veut ça? Champ électrique, déjà on peut dire quoi du champ électrique en voyant ça là? Le petit R en bas il veut dire quoi et le R dans la parenthèse il veut dire quoi? Je saurais pas du tout. Bah, déjà, ce petit R là, qui est sous le E, ok? Ouais. C'est grave important, en fait. À chaque fois que vous avez une équation, de l'interpréter comme ça. Ça veut dire que le petit R qui est là, il veut dire que E est radial. Donc, E est radial, ça veut dire que il est selon, en fait, selon l'axe R, en fait, U de R, ok? Ça veut dire, ça veut dire que E θ et E phi, parce que là, on est en coordonnées sphériques, hein. Enfin, je l'ai pas dit, mais, coordonnées sphériques. Du coup, on a, R, phi et θ. Ok? Ok. Ça veut dire que E de θ et E de phi, ils valent 0, d'accord? Puisque E, il est radial. Ok, oui. Et après, le R dans la parenthèse, je vais le mettre ici, le R dans la parenthèse, ça veut dire que E, il ne dépend que de R. C'est-à-dire qu'il dépend pas de θ, il dépend pas de phi. Une fois qu'on a écrit ça, alors attendez, faut que je retrouve. Parce que là, l'idée, ça va être en fait de passer en coordonnées sphériques, parce que nous, on a div de E, on sait qu'il est égal à ça là, mais ça, c'est pas du tout en coordonnées sphériques. Ok. L'idée c'est que nous il nous faudrait un truc en coordonnées sphériques. Alors ça on vous le donnerait très certainement, mais du coup c'est égal à 1 sur R carré dérivé de E R carré sur dr plus R sin θ dérivé de E θ sin θ. Bon, elle est un peu chiante l'équation, même très chiante. Enfin tu vas voir, tu vois là il y a plein de fois les E de θ, E de phi qui apparaissent. Ça veut dire qu'on va pouvoir simplifier pas mal de termes, regardez, on a que E de R. Donc déjà, dès qu'on voit des E θ et E phi, c'est pas bon. Donc, est-ce que ce premier terme, on le garde là? Bah ouais, du coup, vu qu'il y a R. Ok, il y a R, et en plus dr, ça marche parce que du coup, il dépend que de R aussi. Donc on a ER, et on a le R, comme ça. Parce que le R comme ça, il est bon. Parce que nous, on l'a dans notre équation. Si on avait phi ici ou ça, phi c'est égal à 0, ça dégage. Donc, la deuxième équation là, elle peut dégager la dérivée de θ, c'est 0, donc ça dégage. Et là t'as pareil, E de phi, donc ça dégage. Donc en fait il nous reste plus que ça en fait au final. Voilà, et après une fois que t'as ça, tu fais tes dérivés quoi. Enfin tu vois, t'as 1 sur R carré au début, ça c'est bon. Donc là tu dérives par rapport à R, et là tu dérives donc E de R, on a vu juste au-dessus, on va mettre juste le R carré qui est juste au-dessus là. Et maintenant on va écrire l'expression de E de R. Donc E de R il est égal à K epsilon 0 sur R3 moins R3, c'est 5R2, c'est ça? Ouais voilà, une fois que t'as ça, tu dérives par rapport à R. Donc tu remets ton 1 sur R carré. Là déjà comme constante, il y a quoi là-dedans?
le K c'est une constante, on l'a vu ici, hein. Ils nous le disent dans l'énoncé, et ils nous disent, on sait que epsilon 0 c'est une constante, qui dépend de R, on a ça et ce terme-là. Ouais. Donc du coup, déjà le K epsilon 0, on peut le mettre là. Et maintenant, on va dériver le reste. Donc déjà, on va juste d'abord peut-être développer, dire qu'on obtient la dérivée par rapport à R de R3 sur 3 moins R5 sur 5R. Tu sais, on a développé juste le R carré, on fait R carré fois R et R carré fois R3, puisque ce terme on l'a sorti ici. Par contre, c'est un R carré en bas, non? Le 5R. Ah ouais, c'est 5R carré, je crois. Donc t'as le 5R carré ici. Donc là, ce qui reste à faire, c'est développer cette fonction-là par rapport à R, tu vois. Donc t'as K epsilon 0, et là, cette fonction ici, là, tu la dérives par rapport à R. Donc la dérivée de R3, ça fait quoi? La dérivée de R3, du coup, ça fait 3R carré sur 3. Voilà. Donc et l'autre, ça fait 5R carré, 5R puissance 4 sur 5R carré. Ouais, faut faire attention, c'est pas le même R, hein. C'est petit r et grand R. Ouais. Et donc, du coup, à la fin, t'obtiens 1 sur R carré, K epsilon 0. Du coup, K epsilon 0 R carré, moins K epsilon 0 Là, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux faire ça, tu vois, R carré, et là, tu peux mettre 1 moins R2 sur R2. Ouais, pour factoriser, ouais. Et donc, du coup, là, ton R ici, ça et ça simplifie, tu vois. Ah bah ouais, ok, ouais. Donc du coup, tu obtiens K. Bon, ça c'est un peu des... Voilà, après, ça c'est un peu plus des maths, mais du coup, ce qu'il fallait bien capter, c'est ici, que bien analyser ça. Si E il est radial, expliquer du coup que E θ et E phi c'est 0, et du coup, t'as ça qui est nul, et du coup, tu simplifies ton truc. Si t'arrives pas à simplifier ça, pour calculer après ça, c'est mort, tu vois. Donc vas-y, on finit, on écrit que c'est égal à K epsilon 0, 1 moins R2 sur grand R2. Il reste à faire, on a vu juste avant que div de E égale epsilon sur epsilon 0. Div de E égale epsilon sur epsilon 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, d'accord, c'est égal à div de E, parce que nous, c'est la densité qu'on cherche. Donc c'est égal à div de E fois epsilon 0. Div de E fois epsilon 0. Ok? Donc du coup, c'est égal, tu vois là, les epsilon 0, ils vont se simplifier ici et ici. Donc du coup, c'est égal à K 1 moins R2 sur R2. Ok. Donc voilà, après, TD2, le reste, c'est des démonstrations que tu vas retrouver dans le cours. Je pense qu'on va plus passer à TD3. Alors, TD3, mais l'exercice 3, il est pas mal. On l'a là, ok. Donc, on a un faisceau laser. Donc, on a un faisceau laser de rayon R, d'axe OZ, composé d'une onde, je sais pas ce que c'est, onde électromagnétique. Électromagnétique, ouais, bon, voilà. Je sais plus quoi après. Le champ électrique du faisceau est d'amplitude E0, donc je vais le noter en même temps. Maintenant, il nous demande de représenter le vecteur de Poynting, le vecteur d'onde, ainsi que le plan dans lequel se trouve le coupe-champ électromagnétique EB. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche S, donc vecteur de Poynting, le vecteur d'onde, E et B. Voilà. Donc là, on va d'abord dire le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde, c'est K. Il va avoir 3 composantes. Une composante selon X, une composante selon Y, et une composante selon Z. Et là, l'idée, c'est, dans l'énoncé, ils nous ont dit que le faisceau était selon OZ. C'est-à-dire que l'onde, elle est que selon l'axe Z. C'est-à-dire que ici et ici, en X et en Y, c'est 0. Et donc c'est K, et on a vu dans le cours avec K, je peux l'écrire là, avec K, égale oméga sur C, ça on l'a vu dans le cours. On sait ça parce que, c'était une onde plane du coup. Oui. Du coup, quand c'est une onde plane, tu peux dire la K ronde plane, c'est pour ça qu'on peut dire que K égale oméga sur C. Bon, une fois qu'on a K, on peut commencer à écrire E, par exemple. Ok? Alors, E, il est égal. Donc, l'amplitude, donc on va dire E0, cosinus de quelque chose, c'est tout le temps cette forme. Donc, en fait, E proprement, il va s'écrire comme ça. KX, X, ok? Moins KY, Y, moins KZ, Z, moins oméga T. Sauf que ici, KX, il vaut 0. Donc ça, on l'enlève. Ouais. Ça, on l'enlève, d'accord? Et il nous reste que ça. Bon, en théorie, c'est même plus, c'est des plus ici, et tu fais ça comme ça, ok? Ok. Sauf que là, ce moins-là, il veut dire que c'est selon les OZ positifs, d'accord? C'est-à-dire que c'est une onde plane progressive. Sinon, ça aurait été un plus, et ça aurait été une onde plane régressive. Mais tout ça, c'est dans le cours. Maintenant, il reste plus qu'à déterminer selon quel axe, eux, ils se propagent. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un plan à la fin, qui ressemblera à ça, et il faudra placer nos éléments. On peut déjà dire que on a K qui est comme ça, ok? Donc là, maintenant, il faut placer X. Parce que on sait que ça forme un trait direct E, B et K. Donc là, on n'a pas d'indication pour E. Donc on va dire que E, il est égal à E de X ou E de Y, peu importe. On va fixer E de X, d'accord? Mais ça, il faut bien noter que ça, c'est fixé. Et du coup, on va pouvoir en déduire le B. Donc là, le B, on sait qu'une autre règle des ondes planes, c'est que la norme de E est égale à C
fois la norme de B. Donc l'amplitude de B, elle vaut E0 sur C. Donc après, pareil, on a notre cos kz moins oméga t. Et là, maintenant, il faut en déduire notre truc. Donc là, si on a E qui est là, pour avoir un trièdre direct, il faudrait que B soit là, on est d'accord? Donc du coup, le B, il est forcément selon E de Y. La deuxième question, c'est exprimer le vecteur de Poynting. Donc ça, on va le mettre ici. Donc le vecteur de Poynting, c'est S. Et par définition, S est égal à 1 sur mu fois E B. Donc c'est égal plus précisément en fait à 1 sur mu fois E fois B de E de X et de Y. Et c'est ce produit vectoriel là plutôt, ok, qui est important. Ok, ouais. Parce que là on a E de X, E de Y, donc c'est ce vecteur là qui est important. Ça c'est des normes, enfin ça varie pas, tu vois. Là ça va être un peu tricky parce que calculer ça va être facile. Ce qui va être compliqué, c'est comment on calcule ça. En fait c'est ça. C'est-à-dire que là ce qui est important à noter, ça va être ça. C'est-à-dire que là, on est d'accord que E de X, E de Y et E de Z, c'est un trièdre direct. C'est-à-dire que si tu fais E de X, vectoriel, E de Y, t'obtiens quoi? Parce que nous, c'est ça l'idée. On va essayer de définir un peu tous nos trucs. E de Z égale E de Z, E de X. C'est-à-dire que là, on va essayer de faire ça en tournant dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a E de X, E de Y, d'accord? E de Y, E de Z, E de Z, E de X. C'est-à-dire qu'on tourne dans ce sens. Si on tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, oui. Ok, on va avoir E de Y, E de Y, E de X, E de X, E de X, E de Z, et E de Z, E de Y. Voilà. Et tous ces trucs-là, c'est hyper important à savoir. Donc, E de Y, E de X, E de X, E de Z, E de Z, E de Y. C'est bon? Donc là, maintenant, il faut juste savoir à quoi ça c'est égal. C'est-à-dire que si tu fais dans cet ordre-là, par définition, E de X, E de Y, ça va être égal à E de Z. C'est-à-dire que E de Y, E de Z, ça va être égal à quoi? E de X du coup. Voilà. Et E de Z, E de X, ça va être égal à E de Y. Donc c'est-à-dire que là, on va avoir E de X, E de Y, E de Z, quand tu tournes dans ce sens-là, d'accord? Donc dans le sens classique en fait, j'ai envie de dire. X, Y, Z, d'accord? Dans ce sens-là, classique. C'est-à-dire que là, tu vas avoir E de X. Et là, tu vas avoir E de Y. Ok? Si tu tournes maintenant dans l'autre sens, dans ce sens-là, ça va être la même chose, sauf que devant, tu vas avoir un moins. C'est-à-dire que là, si tu fais E de Y, E de X, ça va être moins E de Z. Puisque tu tournes dans l'autre sens, tu as un signe négatif devant. Donc là, tu vas avoir moins E de Z. En dessous, tu vas avoir quoi du coup? Moins E de Y. Voilà. Et là, tu vas avoir... Et moins E de X. Moins E de X. Ok. Donc ça, c'est grave important à retenir. Ok. Parce que dès que tu calcules le vecteur de Poynting, en fait, tu as besoin de ça. Donc ton S, maintenant, on va pouvoir le calculer facilement. Parce que on sait que on a... Donc, ça va être 1 sur mu. Donc on sait que le vecteur de Poynting, ok, ça va être 1 sur mu, ça on l'a vu tout à l'heure, fois E fois B, d'accord? E fois B, c'est égal à E0 carré sur C, fois cos carré de kz moins oméga t, d'accord? Oui. Et là maintenant, notre E de X vectoriel E de Y, il vaut E de Z du coup. E de Z. Donc voilà, là on a calculé notre vecteur de Poynting en 2 secondes. Donc le vecteur de Poynting, ça paraît hyper compliqué au niveau du calcul, tu vois. Mais ce qui est grave important, c'est si tu connais ces tableaux-là, tu as juste à multiplier ton E, ton B, fois 1 sur mu, et derrière, tu remplaces ça par le terme qui est là. Et le moyen mémotechnique pour le retrouver, c'est si tu es dans ce sens-là, le troisième positif, si tu es dans l'autre sens, le troisième négatif. Donc là, on a ton E de Z. Donc là, ça voudrait dire... Enfin, vous savez ce que ça veut dire, le vecteur de... Ce que c'est le vecteur de Poynting ou pas? En fait, ça représente l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu peux dire, du coup, en conclusion, si on te, enfin, ça dépend ce qu'on te demande, mais si on te dit, par exemple, dis-moi la direction de propagation de l'énergie, bah là, tu peux dire que la direction de propagation de l'énergie égale, et donc là, c'est égal à E de Z. Ok. Parce qu'on a notre vecteur de Poynting qui est égal à ça. Tu vois là, exprimer la puissance moyenne de rayonnement du faisceau. C'est-à-dire qu'on a ça. Ok? On veut calculer la puissance moyenne. Enfin, quand on dit moyenne, on met entre, je sais pas comment on appelle ça. Quand tu écris vecteur de Poynting moyen, là t'as le vecteur de Poynting, et pour dire que c'est le vecteur de Poynting moyen, tu fais ça. Ok. Par exemple, donc là nous on connaît le vecteur de Poynting. Ok. Il faut juste d'abord savoir bien comprendre ce que c'est le vecteur de Poynting. On a dit que c'était le vecteur de Poynting, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que le vecteur de Poynting, ça va être de la puissance, d'accord, donc des watts sur une surface. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer notre P, parce que du coup on sait que le P il est égal à notre vecteur de Poynting fois la surface. Sauf que la surface du laser,
Le laser, on est d'accord que c'est un cercle. La surface d'un cercle, c'est quoi? C'est pi r carré, non? Voilà. Donc une fois que tu as ta surface du laser et qu'on a calculé le vecteur de pointing, maintenant il faut juste faire l'application. Il faut juste noter que le vecteur de pointing ici, on va calculer le vecteur de pointing moyen puisqu'on nous demande la puissance moyenne. Et il faut noter quand on demande, donc là je vais mettre pareil, rappel. Donc dès que tu vois quelque chose, puissance moyenne, vecteur de pointing moyen, surface moyenne, enfin, dès que tu vois moyen, tu dis que cos égale sin égale cos sin égale 0 et cos carré égale sin carré égale 1,5. Ça c'est hyper important aussi. C'est-à-dire que du coup, maintenant que tu sais ça, tu peux dire que ton vecteur de pointing moyen, il vaut quoi? Il vaut 1 sur mu, enfin la formule du vecteur de pointing fois du coup... Il vaut ça là. Ça là, comment tu le calcules et tu le transformes en le vecteur. Ça c'est le vecteur de pointing normal et nous on veut le vecteur de pointing moyen. Ah bah du coup comme on a vu que c'est cos carré moyen, donc c'est 1,5 fois kz non, fois 1,5. Ah tout court, ok. C'est tout. Et donc faut pas oublier le z. Dès que t'as un cos, tu t'en fous de ce que t'as dedans. Que t'aies un cos, un sin ou ce que tu veux, c'est ça la formule. Si t'as un cos blablabla, c'est 1,5. Donc c'est comme ça que tu calcules le truc moyen. Et une fois que t'as ça, bah du coup, t'as plus qu'à dire que ton P, il est égal à E0 carré sur 2 mu C. Bon, on va pas mettre le Z parce que sur la puissance moyenne, on s'en fiche. Fois pi r carré du coup. Fois pi r carré, ok. Et là, dans l'exo, tu vois, on te donne des formules de mu0, de R, de C. Donc tu peux les rapporter ici et faire une application numérique. Bon, on va pas la faire parce que c'est chiant. Mais si tu fais ton application numérique, t'obtiens exactement ça. Question 4. Calcule la densité d'énergie maximale U0. Est-ce que tu sais ce que c'est U0? Très clairement pas. Quelqu'un sait ou pas ce que c'est U0? En fait, U, ok, c'est la densité d'énergie volumique. Donc ça, c'est dans le cours, pareil. Et dans le cours, ils vous disent que c'est égal à oméga E plus oméga M. Et t'as juste avec oméga E qui est égal à 1,5 mu 0, epsilon 0, pardon, E carré, et oméga M est égal à 1 sur 2 mu 0, B carré. Donc ça, c'est selon le cours. Ce qu'on nous dit aussi selon le cours, c'est que du coup, c'est que pour une onde plane, parce que là on sait que depuis le début de l'exercice on est sur une onde plane, donc c'est à dire qu'il y a tout qui peut se simplifier. C'est-à-dire que là on va pas U, il va pas être égal à oméga E plus oméga M. Enfin, tu vois, de la formule que ça serait long. Donc là, pour une onde plane, on va essayer de simplifier cette formule. C'est-à-dire que pour une onde plane, on va faire la démonstration. Après, je pense qu'au DE, vous serez pas obligé, vous pouvez la donner direct. Mais l'idée, c'est de capter. C'est-à-dire que on sait que E égale CB, enfin les normes, hein, bien entendu, pas les vecteurs, et que mu 0 epsilon 0 égale 1 sur 6 carré. Ça c'est ok pour une onde plane. Donc du coup, ton U, il va être égal à 1,5 epsilon 0 E carré. Et comment tu pourrais simplifier la suite? Pas grand chose. Mais l'idée c'est ton B est égal à E sur C. Donc en fait tu vas avoir ton 1 de 2 mu 0 fois, et ton B carré tu vas le remplacer par E carré sur C carré. Ok? Donc là on a utilisé cette formule là. Et donc ça c'est égal à 1,5 epsilon 0 E carré plus, et là maintenant l'idée c'est d'utiliser la deuxième formule. Donc là tout à l'heure tu m'as dit qu'il fallait factoriser, donc on va juste factoriser comme ça sera. Donc on peut factoriser par 1,5 E carré, t'es d'accord? Donc tu obtiens epsilon 0 plus 1 sur mu 0, C carré. Et là maintenant il faut utiliser cette deuxième formule là. Donc par quoi tu pourrais remplacer ce terme là par exemple? Enfin, je t'aide bien là. Je vous aide bien. On remplace le 1 sur C carré par mu 0 epsilon 0. Ok. Donc si tu remplaces ça par mu 0 epsilon 0 sur mu 0, ça fait ça fait epsilon 0 plus epsilon 0 qui fait 2 plus epsilon 0. Donc ça c'est égal à 2 epsilon 0. Sauf que ton 2 epsilon 0, ton 2 ici et ton 2 ici, tu peux les simplifier. Donc ça fait epsilon 0 E carré. Donc tu vois, cette formule là qui était dans le cas général, pour une onde plane, on n'a plus que ça. Qui est beaucoup plus simple, ouais. Bah qui est quand même bien plus simple. Maintenant, il faut calculer U. On a E carré qui est là, qui est égal à E0. Tu vois, tu as le oméga E plus oméga M. Ça, c'est de l'énergie électrique. Et ça, c'est de l'énergie magnétique. Ok? Donc, c'est des puissances, en fait. J'ai envie de dire P électrique, P magnétique. C'est pas exactement ça, mais c'est comme ça qu'il faut le capter, ok? Nous, on a un P électrique qui est là, parce qu'il dépend du champ électrique. Il dépend pas du champ magnétique, ok? Donc, en fait, là, tu vois, en fait, il avait écrit ça comme ça. Ouais. Donc, ça, pareil, c'est grave important. Donc du coup, une fois qu'on a ça, oméga E, en fait, on a vu ici qu'il valait 1,5 epsilon 0 E carré. Donc là, on remet que ça, c'est égal à 2 fois 1,5 epsilon 0 E carré. C'est ok? Donc c'est égal à epsilon 0 E carré.
Et donc en fait, tout ce Ouais. qu'il y a là, ça en fait, c'est une deuxième méthode pour faire ce qu'on a fait avant, ok? Parce que nous, on obtient Ok, le même ouais. résultat ici, tu vois? Mhm. Moi, je le fais plus comme ça, mais là, t'as une autre méthode. Pour pas vous embrouiller, on peut garder la première méthode, je pense que vous l'avez bien capté, mais c'était juste pour vous expliquer d'une deuxième manière. T'as epsilon 0 qui égale à e carré. Et après, bon, tu peux l'écrire epsilon 0 e carré, tu vois. Tu peux très bien l'écrire aussi avec, en fait, en manipulant cette formule-là. Tu vois, E0, il est égal à E carré sur 1, enfin sur C carré mu 0. Ok, ouais, je vois. Enfin, après, tu peux l'exprimer comme tu veux, tu vois, avec cette formule-là, on s'en fout. Enfin, mais voilà, moi je l'ai exprimé comme ça, c'est plus simple, et tu peux l'exprimer comme ça aussi. Voilà, donc ça c'était l'exercice 3. Si on fait le tour sans forcément les faire, mais regarde, si on les survole un peu comme ça, tu vois là, si on fait donner la direction de la propagation de l'onde EM. Donc c'est quoi la direction de la propagation de l'onde EM? Bah, du coup, c'est l'axe Z, donc c'est Y, enfin, c'est l'axe Y, donc c'est Y. La direction de propagation de l'onde, pas du champ électrique. On avait dit que ça permet de dire, bien sûr, que le champ électrique est selon Y. Oui. Mais on voit bien que l'onde, c'est ça qui nous le disait tout à l'heure, avec X ici. Oui, ok. C'est-à-dire que t'as vu, là on a ça. Donc tu peux le simplifier en disant que c'est égal à E0 sinus oméga t moins oméga x sur C. D'accord? Mhm. Mais enfin, là c'est chiant parce que nous on veut un truc, tu sais, on avait tout à l'heure cos kx moins oméga t. Et nous on veut quelque chose de ce style. Pour Ok. extraire ça, on peut de manière plus facile mettre E, parce que tu sais, enfin, on avait dit que ça c'était le truc classique pour exprimer une onde. Donc du coup, là t'as E0 sinus et là tu peux écrire plutôt oméga sur C et comme ça t'as ton CT moins X Mhm. et de Y. Bon, une fois que t'as ça, t'es d'accord que là notre onde E1 il est selon Y et notre Mhm. onde L qui est donc l'onde K, donc ça c'est Oui. il est selon X parce que là t'as un X Ok. qui dépend ni de Y ni de Z, Ok, que ouais. de X. Ça c'est le temps, mais le temps on s'en fiche, d'accord? Mais du coup, autre question, l'onde, elle peut dépendre du coup de plusieurs axes, en même temps ou pas? Ben, l'onde, par exemple, si on te dit, voilà, l'onde, elle dépend de ça. C'est-à-dire que t'as une composante ici, donc KX, KY et 0. Si on te demande d'écrire ton champ, donc il va dépendre de X, de Y, il va être égal à l'amplitude fois le cosinus de quoi? Ah bah de... Du KX, X, plus KY, Y, plus KZ, Z, moins oméga t. Bon, on va mettre là par exemple E de X, mais ça c'est moi qui le dis, hein, mais après ça aurait très bien pu être autre chose. Mais en tout cas, Ok. ça, c'est tout le temps la même chose, même cette partie-là. Et donc là, tu peux dire que ton KZ il vaut 0. Mais si ton Oui. KZ il vaut 0, ben voilà, c'est tout. Tout à l'heure, on avait KY qui est égal à 0. Et du coup, t'as ça. On n'a pas fait tant d'exercices, mais là, dans le TD4, on va essayer d'en faire un, peut-être. Je crois qu'il y en a un. Donc du coup, cette onde est longitudinale ou transversale. Ben, la direction de E, c'est Y, et la direction de K, c'est X. Donc t'es d'accord que Y et X, c'est perpendiculaire. Donc la direction, donc l'onde, elle est transversale. Longitudinale, ça aurait été si les deux étaient selon la même direction. Pourquoi peut-on confirmer que cette onde est plane? Ben, on voit bien que déjà tout de suite, sans preuve, tout de suite, tu vois très bien que l'onde est plane, d'accord? Parce qu'elle est de la forme E0 cosinus de quelque chose. Ok, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On voit tout de suite qu'elle est de cette forme-là. Donc là, tu peux le dire tout de suite. Une On onde peut pas... justifier ça en disant que c'est la forme d'une onde plane. Voilà, tu le justifies comme ça. Après, regarde, là, t'as d'autres. Tu peux dire, voilà, l'onde plane, elle s'exprime comme ça, et on voit bien que ça, c'est la forme d'une onde plane. Tu vois? Si on te dit ça c'est une onde plane ou c'est pas une onde plane? Bah ça ressemble à une onde plane. Ça ressemble grave à une onde plane, regarde. T'as ça qui est égal à 0. 0, ouais, il y a le cos. Là, t'as ton oméga t. Là, t'as ta direction. Il y a les composantes au milieu. Là, t'as ton cos. Et là, t'as tes composantes qui dépendent de k. Ça veut dire que ton k, il vaut quoi? Selon x, 0. C'est 0 et y, enfin KY, KZ. Donc il vaut k racine de 2 sur 2 et k racine de 2 sur 2. Donc ça ressemble, tout de suite tu justifies comme ça que c'est une onde plane. D'accord? Si t'avais, j'en sais rien, si t'avais là à la fin un fois sinus pi sur 4, là c'est plus une onde plane. Ok, ouais. Donc on superpose cette onde à une deuxième onde progressive. En gros là on va te demander de calculer les champs quand tu additionnes en fait. Par exemple si t'as bon là on survole un peu les exos. Hein. Si t'as E1 qui égale j'en sais rien, E2 qui égale on s'en fout, et qu'on te dit on les superpose, d'accord? Donc on a l'onde 1
et l'onde 2, et qu'on superpose ces ondes. Et on te dit calcule E total. Bah, au total, c'est tout simplement E1 plus E2. D'accord? Donc voilà. En gros, c'est ça la suite de l'exo. Exercice 2, là, c'est des démonstrations. Donner l'expression du champ électrique réel. Donc, tu vois là, bah là, voilà, t'as un exemple nickel. Est-ce que ça, c'est une onde plane? Bah pour moi, oui. Bah non, pas du tout. Tu vois bien que là, t'as ton E0, ok. Oui. Donc jusque là, on peut dire que c'est bon. Là, Ouais. ton E de I, ton exponentiel I kx moins oméga t, il va se transformer en quoi? En cosinus kx moins oméga t. D'accord? Quand tu le transformes, cette expression, tu la transformes en une expression réelle. Cosinus kx moins oméga t. Donc jusque là, c'est encore bon. Ah oui, il y a le fois sin de... Ok. Et tu vois ça, bah c'est fini, parce que du coup, ça dépend de x et de y, donc c'est plus une onde plane. La justification, c'est pas parce que ça dépend de deux variables. Hein. La justification, c'est parce qu'il y a ce sinus-là. Selon x, c'est une onde plane. Selon y, c'est pas une onde plane. On appelle ça une onde transversale quand c'est pas une onde plane. Okay, une onde stationnaire plutôt. Donc c'est pas une onde plane. Donc après, on te dit de calculer le rotationnel. Bon, donc ça, c'est pas très compliqué ensuite. Tu vas donner la direction de propagation de l'énergie, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu calcules le vecteur, tu prends le vecteur de pointing, tu as la valeur moyenne temporelle du vecteur de pointing. Valeur moyenne, bon, tout ça, on l'a déjà fait, on va pas le refaire. Okay, et exercice 4, on va essayer de faire un exo. Je sais pas lequel des deux est le mieux. On peut le faire vite fait si tu veux à l'oral, mais pour toi, ça serait quoi l'expression du champ électrique? E0. Tu vois, on considère une onde électrique plane, progressive et monochromatique, polarisée, rectiligne selon E de Z. Donc elle dépend de Z. Ouais, donc pour moi ça serait E0 cos de, bah, ça ferait donc KX. Tu vois, selon l'axe dx croissant. Plus KZ. Regarde, t'as E0, ça c'est sûr. On note E0 l'amplitude du champ, ça c'est sûr. Moi j'en dis que ça dépend de, bah, là, de le K il vaut quoi? K, bah, en fait j'ai toujours un doute si le fait juste entre, est-ce qu'on prend EZ pour faire ses composantes ou est-ce qu'on prend X pour faire ses composantes là du coup? Ben, regarde ce qu'on te dit dans l'énoncé. On considère une onde électromagnétique plane progressive monochrome, polarisée rectilignement selon E de Z, qui se propage, c'est-à-dire que l'onde, K, se propage dans les vides selon les X croissants. C'est-à-dire que du coup, comme c'est X positif, tu vas avoir cos de KX moins oméga T, puisque Y et Z c'est nul. Et c'est ton champ qui va être fois E de Z, ok? Et de ça, tu vas en déduire ton champ magnétique, donc l'amplitude qui est égale à E0 sur C, enfin B0 égale E0 sur C, ok? Donc tu sais que ton onde elle va selon X, ton champ il va selon Z, enfin selon Z, donc du coup le champ magnétique il va selon Y, et après tu fais ton vecteur de pointing, tu fais ton EY fois EZ, et voilà, etc. Ok? Ok, oui. Bon, donc du coup ça c'est pas très compliqué. On peut faire l'exercice 2 peut-être, c'est peut-être mieux. Bon, l'exercice 2 de toute façon c'est pareil, on calcule des puissances, mais on peut le refaire. On va le faire. Ok, donc là on a une source radio placée au point O, loin de la Terre, qui émet dans toutes les directions. L'onde est superposée plane, progressive, le champ magnétique est d'amplitude de 0 et de pulsation oméga. Exprimer l'expression du champ magnétique électrique à la distance x égale r de son O, sachant que la propagation est selon l'axe OX et que le champ électrique est sur l'axe OY. C'est-à-dire que déjà là tu peux écrire que K est égal à quoi? Bah K du coup, vu que c'est selon l'axe radial X, bah c'est K 0,0. Ok, et tu peux dire que ton champ électrique, il vaut... Bah, E0 cos de KX. Alors là, il y a un truc... Fais gaffe parce qu'il y a un petit piège. Qui est que... En fait, tu vas donner l'expression du champ électrique à la distance x égale r du 100. X égale R. Ouais, donc en fait, il va juste... En fait, toi, tu aurais écrit ça. Enfin, tu me dis, hein, E0 tx moins oméga t. Et du coup, c'est KR. Et du coup... Et là, t'aurais mis E de Y. Mais du coup, ouais, c'est KR. Et c'est selon E de Y. C'est bon? D'accord, ouais. Parce que là, on te le dit ici. Ensuite, t'as ton B. Il vaut combien? E0 sur C, du coup. Voilà, parce que t'as E qui est égal à CB. Et, j'ai oublié le cos, par contre. Embêtant. Oui. Mais du coup, c'était égal à cos de ça. Et là, tu remets pareil, cos de KR moins oméga T. Et du coup, là, c'est... E de Z. E de Z. D'accord? Parce que ça doit... Enfin, pour former un trièdre direct. Donc ça, c'est la première question. Ok. Donc, tu vois, tout le temps, les premières questions, on y a passé, enfin, sur quasiment tous les exercices qu'on a fait, les premières questions, c'était déterminer K, E et B. Ouais, en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Ouais, tout le temps. Il faut bien analyser l'exo et comprendre comment on met K, comment on met E et comment on met B. Ensuite, là, deuxième truc, vecteur de pointing. Donc, 2, tu dis que S est égal à 1 sur mu, E
B, et là maintenant tu mets ses composantes. C'est-à-dire que ça va être EY, dans l'ordre, hein, parce qu'il faut faire attention que si tu mets ça comme ça, c'est différent Ah, ça change totalement le sens, ouais. de ça comme ça. Hein. Ok, il faut bien mettre dans l'ordre, d'abord par rapport à E et ensuite par rapport à B. Ok. Et on a EY, EZ, de tête là il vaut quoi? C'était EX. Voilà, donc du coup, maintenant, t'as juste à écrire que ça fait 1 sur mu 0, 2, Du coup, E0 carré sur C, cos de KR moins oméga T. faut oublier que c'est cos carré 1. Oui, cos carré, oui. Et du coup, là, t'as E de x. Ok? Ok. Ah, du coup, tu vois, une fois que t'as bien capté ce truc un peu tricky ici, le vecteur de pointing, en une ligne, il est calculé, tu vois. Et une fois que t'as fait ça, exprimer la puissance du rayonnement à la distance R, on déduit la puissance moyenne en fonction de R. Bon, tu vois, on retourne sur des trucs qu'on a déjà fait 100 fois, tu vois. La troisième question, il faut calculer la puissance moyenne. Donc déjà, on va dire que la puissance du rayonnement, elle est égale C'est à le vecteur de pointing sur la surface. sur la surface. D'accord? Donc, Ouais. là, on a, au début, on considère loin de la Terre qui émet dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un petit dessin, on a une source, et cette source-là, donc on va poser ça selon les X, tu vois, on va mettre ça selon les Y, et cette source-là, en fait, on peut mettre l'axe EZ. C'est pas hyper bien centré, je suis désolé. EZ. Là, au centre, ici, t'as une source, ok, qui émet un peu partout, tu vois, dans ce sens-là, ok. Et là, l'idée, c'est que tu vas dire que cette source, elle émet à une distance, attends, je vais un peu mieux le faire, à une distance, ici, Qui est égal à R. Ouais. R, d'accord? Et donc, elle va émettre comme ça. Ok. Donc ça va former un cercle. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un cercle au début, ok? Oui. Donc ça va faire ça. Donc la surface, ça va être la surface d'un disque. Ça autre, c'est même pas un disque parce que ça va émettre enfin ça va faire comme ça même. Tu vois parce que ça va émettre selon les Z aussi. Ah, donc c'est une sphère, Donc c'est en fait une sphère, exactement. Donc la surface d'une sphère, donc c'est S sphère égale, vous savez ou pas? J'aurais dit 4 pierres carrées, non? 4 pierres carrées. Ok. Donc ça, de toute façon, ça fait maintenant presque un an qu'on fait, dès que tu fais de l'électromagnétisme, t'as tout le temps ces surfaces de sphère, surface de disque, volume de sphère, etc. Donc du coup, maintenant, ça, t'as juste à dire que ça vaut E0 carré sur mu C cos carré KR moins oméga T. Donc du coup, là, faut bien noter que c'est le module, hein, t'enlèves ça à chaque fois. Hein. Ok, oui. Fois 4 pierres carrées. Donc maintenant qu'on a exprimé ça, il nous demande d'exprimer la puissance moyenne. Du coup, la puissance moyenne, c'est égal à E0 carré sur mu de C. Et là, on a un cos carré. Et cos carré moyen, c'est On avait dit que c'était 1,5. 1,5. D'accord? Fois 4 Fois 4 pierres carrées. R carré. Et après, c'est application numérique, ouais. Et là, ton 1,5 et 4, tu vois que tu peux le simplifier déjà. Oui, ça fait 2, ouais. Voilà. Et après, c'est application numérique et voilà. En fait, c'est toujours les mêmes étapes à chaque fois. En vrai, c'est tout le temps la même chose. Hein. Vraiment, franchement, c'est pas très compliqué. L'électro, ce qui est important de capter, c'est tous les petits rappels là que je vous ai mis. C'est ça, c'est important. Ouais, ok, je vois. Ça, c'est important. Ça aussi, ouais. Et puis, bien capter comment t'analyses un énoncé. Tu fais K, E, B, ton vecteur de pointing, etc. Voilà. Mais voilà, globalement, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il faut savoir. Après, il faut apprendre les formules, le cours. Ça, c'est les théorèmes à apprendre et tout, mais sinon, ok. Ouais. Et au niveau des applications des exos, on a un peu fait le tour là. Ok. Après, je sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Perso, pour moi, c'est beaucoup plus clair maintenant.